Notre récit prend racine dans une résidence cossue de Séoul, alors que le jour décline. Derrière la façade de l'un des appartements, on perçoit le murmure régulier d'un chiffon glissant sur le parquet. La raison en est simple. Un jeune homme, parfaitement équipé, s'acharnait à lustrer le sol jusqu'à en perdre haleine. Pourtant, avec quelques derniers gestes, chargés de détermination, il s'effondre, exténué, sa tâche enfin accomplie. Son nom est Myung, et il, qui s'est empli de satisfaction. Le grand nettoyage est achevé. Lançant un regard vers l'extérieur, plus particulièrement, sur le ciel qui s'assombrit, il esquisse un sourire, fier de son efficacité. Il ramasse alors son chiffon, se confirmant à lui-même avoir tout vérifié au moins 3 fois. Après quoi, il se rend dans une autre pièce pour un ultime labeur. Dans la salle de bain, il rince méticuleusement son outil de travail dans le lavabo. Il se regarde fixement dans le miroir, le visage empreint d'une confiance absolue. C'est alors que son regard dévie, car juste à côté, deux corps refroidissaient dans une baignoire inondée d'un liquide pourpre. Myung s'adresse alors à ses enveloppes charnelles. Il est temps de s'occuper d'elle. 11 heures après ces événements, la police a investi les lieux pour son enquête. Le lieutenant Sang pénètre dans l'appartement et rejoint son collègue. Il lui demande un aperçu de la situation. Son partenaire lui répond que c'est un véritable casse-tête. La fille des défunts a découvert la scène à son retour d'un voyage scolaire. Elle a immédiatement contacté la police. Désormais, le problème majeur, c'est que l'endroit est d'une propreté immaculée, que ce soit l'appartement ou même les victimes. Absolument toutes les traces ont été effacées, sans la moindre exception. Le responsable a dû rester un bon moment pour tout récurer. L'inspecteur Sang interpelle son partenaire. Il lui demande s'il se souvient des affaires des quartiers de Chuyol et de Sinpyeong, mais on lui rétorque que les secteurs sont bien trop éloignés, et que le mode opératoire diffère. Malgré cela, l'inspecteur souligne l'existence d'un point commun troublant. Comme ici, les scènes de crime avaient été parfaitement et nettoyées. Sang demande rhétoriquement à son collègue ce qu'il doit faire, mais ce dernier semble désemparé et ne peut articuler que des balbutiements. Le lieutenant Sang décide, ils vont simplement éplucher ce qu'ont filmé les caméras de surveillance des 3 quartiers. Puis, ils identifieront les individus repérés dans les 3 zones, qui n'habitent pas le voisinage. Au même moment, un peu plus loin, le coupable roulait tranquillement. Alors qu'il conduit, la radio annonce un flash d'information. Selon la police, les crimes commis dans les quartiers de Chuyol, Sinpyeong, et aujourd'hui même à Jeondong, seraient tous l'œuvre de la même personne. Le profil du suspect a été établi, diffusé sur tout le territoire national. Une récompense sera également offerte pour toute information pertinente à son sujet. La police se veut rassurante auprès du public, et se montre plus que confiante quant à l'arrestation imminente du coupable. Une fois arrivé au bord d'un lac isolé, loin de toute civilisation, Myung s'étire après ce long trajet. Serein, il s'allume une cigarette qu'il n'achève même pas, avant de remonter dans sa voiture pour assister à la disparition du tout dernier élément compromettant. La voiture s'enfonce lentement mais sûrement dans l'étendue d'eau, jusqu'à disparaître, assistant à sa plongée dans le lac tandis que le criminel, d'un geste nonchalant, attache ses cheveux. L'épave s'enfonce lentement dans les profondeurs, emportant avec elle les ultimes vestiges du crime atroce commis en cette journée funeste. Au cœur de la nuit, un épais brouillard a envahi les montagnes. Il se déchire par endroits, laissant apparaître une stèle gravée de l'inscription Jichon. L'endroit a tout d'un hameau de campagne, isolé de toute métropole. Une silhouette se fraye un chemin et passe devant la pierre gravée. C'est Myung. Il constate que le village est resté figé dans le temps. Il y a même encore cette satanée brume. Soudain, son regard est attiré par un détail. Alors comme ça, ils ont abattu l'arbre sanctuaire. Il n'en revient pas. Tout le village en prenait pourtant un soin jaloux, sous prétexte qu'il protégeait les lieux. Mais, furtivement, un homme s'approche de notre protagoniste par derrière. Et tandis que Myung est encore absorbé dans ses pensées, l'individu l'interpelle d'une voix sèche. « Qui êtes-vous » À ces mots, le jeune homme se retourne, surpris, mais son interlocuteur n'en démord pas. Il a posé une question. Pourtant, Myung ne semble pas le moins du monde intimidé, soutenant son regard avec insistance. C'est lui qui pose une question à son tour. « Vous êtes du village » Exaspéré par cette insolence, l'homme lui ordonne de répondre. La tension est palpable, et le regard de Myung commence à s'assombrir. La confrontation est interrompue par une voix de femme appelant son père, alors que ce dernier se lance dans une tirade d'insultes envers Myung. La jeune femme supplie qu'on excuse son père. Il n'a plus toute sa tête, explique-t-elle. Tentant de le calmer, elle lui promet de rentrer manger des biscuits, pour qu'il laisse ce monsieur tranquille. Myung, quant à lui, assiste à cette scène déconcertante sans prononcer un mot. La jeune femme demande à son père de l'attendre un instant. Il veut discuter un peu avec notre héros. La situation étant désormais apaisée, elle se retourne vers Myung et s'excuse une nouvelle fois.
Vous avez dû avoir peur. Toujours un peu décontenancé par la scène, il répond sans le moindre détour. Que non, pas vraiment. La jeune femme remarque alors sa tenue et lui demande s'il est venu pour une randonnée. Le jeune homme esquisse un sourire et explique qu'il est venu ici pour s'installer. Un silence lourd s'installe, et le regard du vieil homme ainsi que celui de sa fille se fige instantanément. Cette dernière lui demande s'il compte s'installer avec pour seul bagage un simple sac à. Mumyong répond sobrement que sa grand-mère vit ici. Intriguée par cette révélation, la jeune femme l'interroge sur l'identité de cette grand-mère. Se rapprochant d'elle, il lui répond qu'elle s'appelle Kim Jeja. Une fois à sa hauteur, la jeune femme semble chercher dans sa mémoire le nom qu'elle vient d'entendre. Elle s'exclame alors, mais Madame Jeong est décédée il y a 3 ans. Tout près d'elle, Mumyong émet simplement un A dénué de toute émotion, affirmant ne pas être au courant. Sa réponse jette un froid et semble mettre mal à l'aise la jeune femme. Un silence glacial et menaçant s'installe. Elle s'apprête à reculer, trahissant une panique naissante, mais Mumyong désamorce la situation en plaisantant, avant qu'elle ne puisse ajouter, d'un ton méfiant, qu'elle ne se souvient pas de l'avoir vue aux funérailles de Madame Jongja. Le visage de Mumyong se crispe lorsqu'elle lui demande s'il est bien son petit-fils. Visiblement gêné, il confirme, tout en admettant ne pas avoir été très présent. Son assurance devient moins musique, loin d'être amicale, il fait clairement savoir que cet interrogatoire l'agace. Pourtant, la jeune femme ne lâche rien. Elle veut savoir pourquoi il a manqué les funérailles, mais il lui demande si c'est vraiment si important. Elle rétorque que oui, ça l'est, surtout qu'il débarque pour s'installer ici alors que personne ne l'a jamais vu. Le jeune homme éclate de rire face à sa remarque, la laissant perplexe. Son interlocutrice lui demande ce qu'il y a de si amusant. Il répond qu'il n'était sûrement pas le seul absent, mais Mong refuse de se justifier. Il a ses propres raisons, qui sont personnelles, et si elle a des doutes, elle n'a qu'à aller interroger les anciens du village. En arrière-plan, le vieil homme un peu fou attrape soudainement quelque chose. Il se précipite vers sa fille, Gun, toujours perdue dans ses pensées, et l'exhorte à regarder sa prise. Celle-ci, paniquée en voyant un serpent, lui hurle de le lâcher, mais Mong, lui, s'amuse de la situation. Il ajoute que si elle compte interroger les gens du village, elle ferait mieux de s'adresser à des personnes saines d'esprit. Sur ce, il s'en va. Gun le suit d'un regard insistant, rempli de suspicion. Un air énigmatique se dessine sur son visage alors il le regarde s'éloigner. Une fois arrivé à la maison de sa grand-mère, Mong sent que quelque chose cloche. Il a beau chercher partout, il ne trouve pas le double des clés que sa mamie était censée avoir cachées dessous. Mais alors que ses doigts effleurent à peine la clé, un doigt long et fin la pousse discrètement dans sa main. Mong, qui n'a absolument rien remarqué, est simplement soulagé de l'avoir enfin trouvée. Il se demande tout de même pourquoi elle avait si peur au point de la cacher si loin. Une fois à l'intérieur, les lumières s'allument sans la moindre difficulté. Le nouveau venu inspecte les lieux et ressent aussitôt une étrange sensation. Il fait couler l'eau du robinet, et son visage trahit sa totale incompréhension. Il coupe l'eau, se confirmant que la situation est vraiment bizarre. En y réfléchissant, il sait pertinemment que sa grand-mère est décédée, depuis maintenant 3 ans. Alors, comment se fait-il qu'il y ait encore de l'eau courante et de l'électricité dans la maison? Sans perdre une seconde, il éteint toutes les lumières. C'est en sortant une hache de son sac qu'il remarque que la maison est aussi impeccablement propre. Tous ces indices le poussent à croire qu'elle est toujours habitée par quelqu'un. Mong est contrarié. Il était venu ici pour trouver une planque. Mais c'était peu être une très mauvaise idée. Soudain, des coups violents sur le portail brisent le silence. Alerté par le bruit, Mong est sur le qui-vive. Il décide de dissimuler sa hache dans son dos, à portée de main. Il se dirige prudemment vers l'entrée, d'où proviennent les coups qui s'abattent sur le métal. Dehors, un groupe d'individus martèle le portail en pleine nuit. Le battant finit par s'entr'ouvrir, faisant cesser le vacarme. Mong reste sur ses gardes face à cette agitation. D'un ton direct, il leur demande simplement ce qu'ils font là. Un homme plus âgé prend alors la parole. Après l'avoir salué, il se présente comme le chef du village. D'après les rumeurs, il serait le petit-fils de Jongja. Mais avant tout, le chef exige de savoir comment il est entré, alors que le portail était verrouillé. Un silence glacial s'installe, alourdissant la tension devant la maison. Mong, de son côté, ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ils sont venus si nombreux. L'un des hommes perd patience, et lui ordonne de répondre au chef, mais il est aussitôt interrompu par celui-ci. Le chef du village intime à ses hommes de se calmer. Gardons notre calme. Après tout, ils sont juste venus pour parlementer. Le chef s'adresse alors à celui qui se prétend être le petit-fils de Jongja. Que vient-il fabriquer ici et par où est-il entré? Eh bien, il a tout simplement escaladé le mur. Le chef ne s'attendait visiblement pas à une telle audace, mais l'inconnu enchaîne. D'ailleurs, il ne prétend rien du tout, il est le petit-fils de Madame Jongja, puisqu'il l'est bel et bien. L'un des sbires empoigne alors Mumyong sans ménagement, en lui hurlant de respecter ses aînés. Alors qu'il tente
de l'intimider, sans relâcher sa poigne, Monsieur Scott de ricane. Pas la peine de s'énerver comme ça. Si vous continuez, vous allez finir par lui faire peur. Et ils ne sont pas venus pour ça, n'est-ce pas? Sauf que non, il n'a pas peur et il esquisse même. Un sourire en coin. Pure manipulation. D'un geste vif, il se libère de l'emprise du Malabar, recule la tête et lui envoie un violent coup de boule en plein dans le nez. L'agresseur s'écroule, sonné. Clairement, le nouveau venu n'est pas du genre à se laisser impressionner. Ce serait plutôt à eux de montrer un peu de respect, non? Mais quelque chose le chiffonne dans cette situation. Il vient d'en mettre un sur le carreau et pourtant, personne ne bouge, personne ne dit un mot. Attendrait-il par hasard le signal du patriarche pour réagir? Justement, le vieux s'adresse à son homme à terre, lui demandant ce qu'il attend pour se relever. Puis le chef s'avance vers Mumyong. Arrivé à sa hauteur, il lui présente ses excuses. Son ami s'est juste un peu emporté par ce qu'il a le sang chaud, il ne faut rien y voir de personnel. Et soudain, le visage du chef s'illumine d'un sourire. En regardant Mumyong de plus près, il le reconnaît. C'est bien le petit-fils de Madame Jongja. Il n'a pas changé d'un poil depuis le temps. Le chef annonce alors qu'ils s'en vont. Il a eu la confirmation qu'il ne s'agit pas d'un imposteur. Au moment où ces hommes s'apprêtent à partir, Mumyong les interpelle. Une chose l'intrigue. La maison est étrangement bien entretenue. Est-ce que quelqu'un y vit encore? Ogda lui assure que non. Après tout, même sa propre famille n'a pas daigné à se présenter à son enterrement. Il précise que ce sont les gens du village qui, à tour de rôle, nettoient la maison pour apaiser son âme. Sans plus d'explications, ils s'en vont, l'affaire étant réglée. Yop chuchote alors à son chef, est-ce qu'ils vont vraiment le laisser s'installer ici? Le chef se retourne, désigne la maison et demande à ses hommes de lever les yeux vers le toit. Ne le voyez-vous pas, en train de danser avec une joie débridée? Là-haut, une silhouette sinistre, arborant un sourire macabre, sautille, les bras ballants. La petite troupe du village s'en va, laissant Mumyong seul, livré à sa nouvelle demeure et à la présence qu'il habite. En retrait, dissimulé derrière le mur, Gaon a assisté à toute la scène sans se faire voir. Mumyong, lui, est plutôt amusé par ce comité d'accueil. Pas franchement chaleureux comme premier contact. C'est alors que la jeune fille accourt en l'appelant, lui, celui qu'elle prenait pour un intrus. Il se retourne, toujours sur ses gardes, et demande à la demoiselle si elle n'aurait pas une cigarette, mais celle-ci s'exclame. Elle veut savoir pourquoi le chef est parti sans rien lui faire. Mumyong est amusée. Ce serait donc elle qui a sonné l'alerte? La jeune fille, visiblement nerveuse, nie en bloc n'avoir rien fait du tout. Mumyong lui dit de se calmer. Ce n'était qu'une simple question, pas la peine de se tendre comme ça. Gaon insiste. Cependant, voulant savoir pourquoi le chef est reparti si brusquement. Le nouveau résident lui explique alors qu'aux yeux de n'importe quelle personne saine d'esprit, il est sans l'ombre d'un doute le petit-fils de Madame Jongja. À ces mots, la jeune femme serre le poing, en lui lançant qu'il s'en mordra les doigts. Puis, elle pivote et s'éloigne, affichant une mine résolue. Mais alors qu'elle s'apprête à disparaître, son élan est coupé net. Elle lâche un long soupir, comme si elle venait tout juste de retrouver ses esprits. Elle interpelle le nouveau résident une ultime fois. Elle se dit que, vu qu'il vient à peine d'arriver, il n'a certainement pas d'oreiller. Et alors que l'homme semble dérouté par cette question inattendue, Gun lui demande de patienter 2 petites minutes. Elle insiste pour qu'il l'attende là, sans bouger, promettant un retour imminent. Sur ce, la jeune femme s'éclipse, laissant Mumyong dans la plus totale confusion. Ce dernier ne comprend absolument rien à la situation. Quelques minutes plus tard, des coups retentissent sur le portail. Mong, légèrement agacé, demande ce que c'est encore, mais Gun lui rétorque en grommelant qu'elle lui avait pourtant bien dit de l'attendre. Elle lui a apporté un oreiller et une couverture. Comme il n'a voyagé qu'avec un sac à dos, elle a deviné qu'il n'en avait sûrement pas. Mais Mong, toujours sur la défensive, lui demande, faussement surpris, pourquoi elle fait tout ça. Il se justifie en expliquant qu'il trouve son comportement étrange. Après tout, leurs échanges n'ont pas vraiment été cordiaux jusqu'ici. Gan réfléchit quelques instants à cette remarque. Elle explique alors que c'est pour s'excuser de ne pas l'avoir cru quand il affirmait être le petit-fils de Madame Jongja. Elle s'est mise à sa place, et avoue qu'elle aurait été blessée, que quelqu'un doute de ses liens de parenté. Elle lui fourre alors l'oreiller dans les bras en insistant pour qu'il le prenne. Une fois les affaires entre les mains du nouveau résident, la jeune fille s'empresse de déguerpir. Elle fiche cependant sa course, arrêtée par le regard de son nouvel interlocuteur. Elle jette un ultime regard derrière elle, puis musique elle s'enfonce à travers les bois, s'éloignant du chemin principal. Mais Mong, lui, affiche un air chargé de méfiance après cette soirée pour le moins étrange. De retour à l'intérieur de sa nouvelle demeure, le jeune homme examine avec suspicion les affaires que Gun lui a apportées. Après un moment de tension, quelque chose le perturbe dans ce qu'il a sous les yeux. Il se demande
Bien ce qui a pu déclencher un élan de gentillesse aussi absurde et injustifié. Pour apaiser ses doutes, il décide de déchirer les affaires pour en avoir le cœur net. Une fois l'oreiller mis en pièces, il reste là un moment, muet, devant sa fond découverte. Tenant une espèce de ticket dans sa main, un sourire des plus sinistres vient orner son visage, une fois ses doutes confirmés. Le lendemain matin, l'ambiance sinistre de la veille s'est dissipée en même temps que la brume. Les péripéties de la veille n'empêchent pas Mumyong de faire ses exercices matinaux. Il profite de sa série de pompes pour analyser et réfléchir au curieux cadeau de Gun. Une fois la 100e répétition achevée, notre héros met fin à son entraînement et se redresse. Il a beau y réfléchir, il ne comprend pas à quel jeu elle joue. Qu'est-ce que ce truc peut bien vouloir dire? Ailleurs dans le village, dans un poulailler, les animaux semblent particulièrement agités, à en croire le bruit qu'ils. Et pour une bonne raison, Yonop s'est introduit dans l'enclos des bêtes. Il se saisit alors de l'une des poules par le cou. En refermant la grille, le volatile à la main, un homme lui demande d'un ton agacé ce qu'il fabrique. Le jeune malfrat le salue, le sourire aux lèvres. Il répond nonchalamment qu'il prend juste un poulet, sur ordre du chef. Le vieil homme s'emporte. Pourquoi diable prend-il encore un dé? Tiens, il se plaint de lui en avoir déjà donné un la dernière fois. Il monte le ton et lui hurle d'aller en chercher en ville. Il en a assez. Qu'on le lui subtilise. En retour, une question glaciale lui est posée. Ose-t-il contester les directives du chef? Song-shik rétorque, l'air intimidé, que le chef a bien exigé un poulet, et non une simple illustration. C'est alors que Yon remarque que ce vieux débris vient de mettre la main sur le volatile. Eh bien, à moins qu'il n'en ponde un lui-même, il devra se satisfaire de celui-ci. De retour avec Mumong, qui poursuit sa routine matinale par un jogging en lisière du village. Son esprit, cependant, est ailleurs, visiblement toujours tourmenté par les récents événements. S'accordant une pause, il se retrouve complètement à bout de souffle. Son endurance n'est plus ce qu'elle était. L'idée d'arrêter de fumer lui traverse l'esprit, mais son attention est captée par des vociférations et des injures qui fusent droit devant. En contrebas, la querelle entre les deux villageois pour la possession du fameux poulet fait toujours rage. Le vieux Sang-Chi soutient mordicus à Yonseop qu'il n'a rien acheté en ville et exige de TN. L'argent en compensation. Mais à bout de nerfs, le voyou utilise le poulet comme une massue contre le vieil homme. Ce dernier s'écroule, tétanisé par la violence de l'assaut. Mais une silhouette se dresse soudain à ses côtés. Le visage de Yon se fige et toute sa colère s'évapore instantanément devant la personne qui l'aperçoit. Le chef du village a été témoin de toute la scène, ce qui a pour effet immédiat de transformer le caïd en un agneau bègue. L'ancien, Saogda, se contente de foudroyer Yonseop du regard, en silence. Ce dernier, cherchant à gagner du temps, prétend être venu voir ce qui se tramait. Saisi par la panique, l'homme détourne les yeux et se perd en justifications confuses. Le chef, pourtant, lui rappelle distinctement lui avoir ordonné de se tenir à carreau les jours de brume. Et voilà qu'il le surprend à commettre des actes qui risquent fort de contrarier leur mère. La tension s'étant un peu apaisée, l'ancien demande à Sang-Chi si tout va pour le mieux. Celui-ci répond par l'affirmative. Devenant fébrile et agité, Yon demande ce qu'il doit faire pour apaiser la mère. Il supplie qu'on lui dise comment se racheter. Saogda émet le souhait de dédommager Song-Shik en échange du poulet. Mais ce dernier assure que ce n'est pas la peine. Saisi d'une panique intense, Yonseop supplie qu'on lui indique la marche à suivre, mais l'ancien se retourne, le visage impitoyable. Il lui ordonne de réfléchir par lui. Même, il a commis une faute. Il doit en assumer les conséquences. De son point de vue surélevé, Mumong assiste à une scène des plus déroutantes. Alors que, mais il est prêt à recevoir son châtiment, le suppliant de ne pas s'emporter. Et laissant l'homme expier ses fautes, le chef ordonna à Song-Shik de se dépêcher de le suivre. Encore sous le choc de la scène, ce dernier marmonne qu'il arrive. Une fois toute cette clique enfin partie, Mong se demande à voix haute depuis quand ce patelin est devenu si animé. Quelqu'un lui rétorque que ça a démarré juste après que son père et elle ont emménagé. Gen lui lance alors un avertissement. Aux nouveaux venus. Il ferait mieux d'éviter de fourrer son nez dans leurs histoires et de simplement regarder ailleurs. Ce dernier se contente de la dévisager d'un air suspicieux. Elle lui demande alors ce qu'il fabrique, planté là. Un peu plus loin, Mong l'interpelle à son tour. Quelle mouche l'a piqué depuis la veille? Gen ne semble pas saisir. Le jeune homme insiste alors pour savoir pourquoi elle lui colle autant au basque. Eh bien, celle-ci rétorque que c'est simplement parce qu'il est un nouveau résident du village. Mais Mong ne saisit toujours pas le lien. Gen s'agace de sa lenteur d'esprit. Elle s'inquiète pour lui car il va vivre ici, un point c'est tout. Cette explication fait sourire le en nouveau venu, qui plonge alors la main dans sa poche. En extrayant le fameux bout de papier, il lui demande si c'est pour cette a raison qu'elle a glissé ça sous son oreiller. Devant son air surpris, il la met au pied du mur en s'approchant doucement d'elle. Il se décrit comme quelqu'un de méticuleux, et par-dessus le marché, qui n'accorde pas sa confiance facilement, surtout pas à ceux qui se montrent trop aimables.
Il a eu beau se creuser la tête, impossible de comprendre, vu qu'il n'a pas la moindre idée de ce que ce talisman signifie. Il exige donc de savoir pourquoi elle l'a dissimulé là. Jen affiche un air à la fois craintif et embarrassé. Si elle lui avoue la vérité, est-ce qu'il la croira? Il lui répond que tout dépendra de ses explications. La jeune femme révèle alors que le talisman protège des esprits. Libre à lui d'y croire ou non, mais le village en est rempli. Donc, si Mong a bien tout suivi, elle a planqué ce talisman au cas où un esprit viendrait lui rendre une petite visite. Lançant un regard sombre, il s'empresse alors de déchirer le papier. Stupéfaite, Gen lui demande à quoi il joue. Le jeune homme répond qu'il ne se fie tout simplement à personne, et que de surcroît, les superstitions, très peu pour lui. Enfin, il la remercie quand même pour la bonne intention, même si c'est pour le protéger de fantômes. Sur ces mots, Mong regarde le talisman en morceaux, puis le laisse tomber au sol. Vu qu'il est en miettes, il est bon pour la poubelle, n'est-ce pas? Le jeune homme s'en va alors sans un regard en arrière. Si jamais il croise un spectre, il hurlera à l'aide en espérant qu'elle rapplique. Impassible face à son humour grinçant, Jen le regarde s'éloigner, sans prononcer un mot. Le soir tombe, et l'obscurité enveloppe l'inquiétant village. Sanshik est assis dehors, affairé à une tâche bien précise. Il est en train d'affûter une longue lame de cuisine. Il semble toujours rongé par la rage des événements de la journée. Ce satané morveux a osé lever la main sur lui. Pas une seule excuse. Il se chie dessus devant le patron, mais lui, on le traite comme un moins que rien et ça le rend dingue. Sanshik est à bout de nerfs, ce petit con se croit au-dessus de lui. Son regard croise alors un paisible poulet qui vaquait à ses occupations. Levant sa lame fraîchement aiguisée, Sanshik abat son couteau sur le cou de la volaille. Ses yeux traduisent toute la haine et la fureur enfouie en lui. Contemplant sa lame, il confirme qu'elle est enfin prête. D'une finesse redoutable. Le reflet de la lame renvoyait le visage d'un vieil homme qui avait perdu la tête, arborant un rictus. Démentiel, il murmure que ce sera un présent exquis pour cet enfoiré de Yonop. Plus tard, sous le voile de la nuit, près de la demeure de sa cible, des ombres se faufilaient. Sanshik avait décidé de faire une petite visite surprise à la petite frappe qu'il avait malmenée plus tôt. Résolu, il l'interpelle sans détour. « Eh oh, t'es là ?»« C'est Sanshik, je suis devant ta porte. » Il feint de s'excuser pour cette heure tardive, prétextant une urgence. Brandissant sa lame fraîchement affûtée, il prétend être là pour récupérer l'argent du poulet. Tout en forçant la poignée, le dément demande à son jeune ami s'il se cache à l'intérieur, ses yeux brillant d'une lueur complètement folle. À bout de patience, il essaie d'enfoncer la porte en beuglant. C'est alors que Yonop surgit derrière lui, stoppant net Sanshik dans son élan. Meurtrier. Il lui demande ce qu'il fabrique à secouer sa porte en pleine nuit, mais son regard se pose aussitôt sur le couteau. Il a interpellé le vieil homme, lui demandant s'il avait perdu la boule. Ce dernier a esquissé un sourire satisfait en voyant son précieux Yonop enfin rappliqué. Le jeune Kaïd était dégoûté par cette scène. Le vieux schnock comptait vraiment le saigner avec cette lame? Il a insisté, essayant de convaincre Chic de reprendre ses esprits et de rentrer à la maison avant de mettre leur mère en rogne. Mais ça n'a fait que renforcer sa détermination. Le vieil homme était furax de voir que Yonop ne craignait que le chef et leur mère. Ce dernier a alors toisé son agresseur. Après tout, il n'était plus de la première jeunesse et loin d'être impressionnant. Chic s'est alors jeté sur lui en beuglant, le couteau en avant. Yonop n'arrivait pas à croire qu'il passait réellement à l'acte. Il a toutefois réussi à esquiver la lame d'une pirouette et à saisir fermement le bras du papy. Yonop a réussi à neutraliser son assaillant et à bloquer son arme blanche. L'adrénaline a grimpé en flèche. Il a compris que Sanshik avait disjoncté et cherchait sérieusement à lui faire un trou dans la peau. Il a balayé d'un revers son agresseur. Il a ensuite projeté le vieux dément au sol de toutes ses forces. La lame s'est finalement échappée des mains de Somch. Yonop a réalisé que la situation était critique et qu'il avait frôlé la catastrophe. Le fusillant du regard, il a exigé des explications du vieil homme. Il l'avait traité avec respect, et en retour, l'autre essayait de l'envoyer 6 pieds sous terre. Il a écrasé le pif de Chic en guise de punition. Yonop s'est dit qu'une bonne raclée devrait lui remettre les idées en place et le ramener sur terre. Il s'est alors mis à tabasser le vieil homme. Le silence de la nuit a été brisé par ce règlement de compte à l'aube. Chez Mumyong, ce dernier, tout courbaturé, est sorti pour s'étirer un bon coup, mais une visiteuse inattendue poireautait manifestement devant sa porte. Gans est retournée au quart de tour en entendant le grincement du portail. Sans perdre une seconde, elle a hélé le nouveau venu, qui ne s'attendait pas à la voir si tôt. Clairement encore dans le brouillard, il lui a demandé ce qu'elle lui voulait. La jeune femme a répondu qu'une réunion se tenait au village. Mais Mong ne voyait pas le rapport avec lui. Elle lui a alors balancé que ça le concernait directement. Le jeune homme n'a pas pigé pourquoi on ferait une réunion à son sujet. Sans lui donner d'explication, Gan lui a agrippé le bras, entraînant vers le village, affirmant qu'il n'avait plus le temps de parlementer. Tout le monde les attendait depuis un bon moment.
Bien qu'il se soit laissé faire, Mong restait sur ses gardes. Une fois le chemin parcouru, ils sont tous les deux arrivés à la salle commune du village. Juste avant d'ouvrir la porte, Gan a interpellé le nouveau résident. Peu importe ce qu'ils diront, elle lui a conseillé de hocher la tête et de ne surtout pas faire de vagues. En poussant les portes du conseil de GGN, les deux jeunes gens ont été accueillis par un comité d'hommes, dont certaines têtes ne leur étaient pas inconnues. Le chef a pris la parole, se réjouissant de le voir enfin débarquer. Mais Mong est resté perplexe face à la mise en scène. Le vieux se prenait pour le roi du pétrole ou quoi? Gan lui a flanqué un coup de coude pour qu'il la ferme. Allant droit au but, il a interpellé le chef. Il voulait savoir pourquoi on l'avait fait venir, ça avait bousillé sa précieuse routine. Sortant son paquet de clopes, il a attendu. Le chef, monsieur SDA, s'est dit terriblement navré pour le dérangement. Une tension palpable s'est installée alors que tous les regards du conseil étaient braqués sur leurs invités. Le chef, lui, continuait de tirer sur sa cigarette, l'air de rien, sans se préoccuper de la fumée. Reprenant un air grave, il a demandé à Mumong quel rôle il comptait jouer au sein du village. Au grand étonnement de Gaën, le jeune homme rétorque avec une insolence teintée d'ironie, prétendant ne pas comprendre de quoi il parle. Eh bien, puisqu'il est si jeune et robuste, le vieux chef lui suggère de participer à la sécurité du village, aux côtés de Yonseop et Seoko. Sans même prendre la peine de discuter, Mumong décline l'offre d'un ton glacial, laissant monsieur Sogda impassible face à ce camouflet. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit instantanément, tout comme les regards assassins qui se posent sur notre héros. Même Gaën, d'habitude si expressive, reste pétrifiée devant l'aplomb du nouveau venu. Elle est si abasourdie qu'elle ne remarque même pas que Mumong tourne déjà les talons, lâchant que la campagne, c'est fait pour se la couler douce. Le chef, lui, le regarde s'éloigner en allumant une clope, imperturbable, tandis que ces hommes, eux, explosent de rage face à une telle insolence. Ces derniers exigent qu'ils soient chassés du village sur le champ. Pas question de tolérer un parasite parmi eux. Un regard glacial, et le chef leur ordonne de se taire. À ces mots, tous deviennent silencieux, leur visage blême trahissant une peur panique. Le chef les rassure. Leur mère saura faire bon usage de ce petit arrogant. Mais au fait, il ne voit pas son chic. Pourquoi n'est-il pas venu à la réunion? Il interpelle Yonseop. Serait-il au courant de quelque chose? Celui-ci, hésitant et visiblement mal à l'aise, avoue qu'ils se sont querellés durant la nuit. Mais le chef souligne que c'est pour le mieux. Peu importe ce qui s'est passé, cela a protégé son chic. Ogda reste alors silencieux un instant, perdu dans ses pensées. Puis, il ordonne à ses hommes de disposer, car il doit adresser ses prières à leur mère. Aux abords du village, des appels se font entendre. Gaën court à perdre haleine derrière notre héros. Elle l'interpelle en le vouvoyant, mais Mumong lui lance d'arrêter ses manières. La jeune femme s'exécute, s'arrêtant net, peinant à reprendre son souffle. Elle bredouille qu'elle ne connaît pas. Mais qu'elle ne connaît pas quoi au juste? Son nom. Qu'ils le lui disent, et elle arrêtera enfin de le vouvoyer. Notre héros se présente donc officiellement, il s'appelle Lee Mumong. Cette révélation arrache un sourire à la jeune femme. Mais se reprenant aussitôt, elle exige de savoir pourquoi il a rembarré le chef. Elle lui avait pourtant bien dit d'acquiescer à tout ce qu'il dirait. Mais Mumong se justifie, il n'avait aucune raison d'accepter. Il est venu ici pour s'installer, rien ne l'oblige à participer à leurs histoires. Sur ce, il sort une nouvelle cigarette, alors que Gaën reste bouche bée. Face à son attitude désinvolte, à la limite de l'irrespect. Se ressaisissant, elle reprend la parole et lui conseille de ne surtout pas tenir tête au chef s'il a pour objectif de vivre tranquillement à Gon. Mais, absorbé par sa fumée, le jeune homme n'émet aucune réaction, ce qui a le don d'agacer son interlocutrice. Est-ce qu'il l'écoute au moins? Elle est sérieuse. Il pourrait s'attirer de gros ennuis. En tapotant les cendres de sa cigarette, Mumong coupe court au monologue de la jeune femme. Il trouve ce qu'elle vient de dire vraiment très intéressant. Pendant ce temps, près de la demeure du vieux Sogda, un petit poulet picorait en toute quiétude, au milieu d'étranges statues. Face à l'animal, le chef du village marmonnait de sombres incantations, tout en agitant un bâton rituel entre ses mains. Une fois l'objet chauffé au rouge, il le dépose à côté des autres, dans un réceptacle. Le visage de monsieur Sogda se métamorphose alors, tandis que le volatile le fixe d'un air hébété. Soudain, la créature se désintègre, comme broyée par une force invisible. Une gerbe écarlate vient repeindre la scène. La pièce entière, statuette comprise. Dans une atmosphère funèbre et glaciale, le vieux patriarche s'enduit le visage de sang, avec une sérénité déconcertante. Affichant un rictus des plus sinistres, monsieur Sogda remercie leur matriarche de leur accorder la rédemption. Quelque part, sur une route de campagne, bien des années auparavant, un homme conduisait tandis que des voix s'animaient à l'arrière, dans une joyeuse conversation. Un jeune garçon s'écrie qu'un jour, il sera policier, tout comme son père. Celui-ci interpelle alors son fils, Mumyong. Il lui explique que son métier est rude et périlleux, espérant le voir changer d'avis. Mais le garçonnet insiste,
plein d'enthousiasme. Son but est de protéger ses parents. Il déclare vouloir devenir un justicier, qui châtie les méchants, aux côtés de sa famille. Son père lui fait remarquer que dans ce cas, ce n'est pas le métier de policier qu'il vise. S'il désire être celui qui inflige la sentence, alors il doit embrasser la carrière de procureur. L'enfant répète alors ce nouveau mot, à plusieurs reprises, avec une ferveur évidente. Son père, tout aussi fier, lui promet de travailler d'arrache-pied pour financer ses futures études. À la suite de cet échange, la mère se tourne vers son mari, mais il se contente d'esquisser un sourire silencieux. Le moindre mot. Non loin de là, le moteur d'une camionnette vrombit. Le véhicule s'ébranle et prend rapidement de la vitesse. Effectuant une marche arrière brutale, il fonce droit sur eux, la collision est imminente. Malgré la stupéfaction, le père aperçoit la camionnette, juste avant l'impact. Pris de panique, il hurle à sa femme de protéger Myung. Elle serre aussitôt son fils contre elle, consciente de l'inéluctable. La camionnette emboutit avec une violence inouïe l'avant de leur voiture. Le père encaisse le choc de plein fouet, tandis que des milliers d'éclats de verre envahissent l'habitacle. Le petit Myung assiste à la scène, blotti et protégé dans les bras de sa mère. Devenu une épave incontrôlable, le véhicule se met à zigzaguer à vive allure, se rapprochant dangereusement des glissières de sécurité. La voiture termine sa course folle contre le bas-côté, dans un fracas de tôle froissée. Un son de pelle, raclant le sol, se rapproche de l'épave. À peine conscient, Myung essaie d'appeler sa mère, qui semble inanimée, puis son père, dont la respiration est un râle difficile et saccadé, gravement blessé. Surgissant par la fenêtre brisée, une faux vient se loger autour du cou de l'homme encore vivant. Un bruit sec et tranchant retentit, et l'assaillant murmure que le contrat est rempli. C'est alors que le silhouette s'émerge de l'ombre. L'un d'eux s'appuie sur le toit du véhicule, jetant un regard à l'intérieur avec un large sourire malsain. Il demande ce qu'ils doivent faire du gamin et de sa mère. À peine lucide, Myung surprend leur conversation. Ils vont se contenter de faire taire la mère, car s'en prendre à un enfant porte malheur. Prêt à étancher leur soif de sang, une pelle vient se placer contre la gorge de la femme. L'homme qui brandit l'outil souhaite ironiquement à sa victime de renaître au paradis. Le bruit de la lame s'enfonçant dans la chair met un terme brutal à ce souvenir funeste, laissant Myung livide après un réveil aussi traumatisant. Au même instant, au petit matin, dans la demeure de Sang-Shik, cette dernière peste, qui peut bien vouloir de la soupe de poulet au petit déjeuner? Sa fureur redouble en voyant son mari déjà en train de s'enfiler l'alcool dès le lever du jour. Mais trop absorbé par son verre, il l'ignore superbement. La vieille femme le réprimande alors sévèrement. Quelle mouche l'a piqué d'aller menacer Yonop avec un couteau? Et pour couronner le tout, le village entier est au courant. Prétend que c'est Sion-hop qui aurait dû y passer. Hong-chi, exaspéré, ordonne à sa femme de se taire. Il ne veut plus rien savoir, mais elle s'entête. Il aurait simplement dû donner le poulet à Yop sans faire de vagues. De toute façon, il le méritait bien plus que cet individu abject qui a tenté de l'ôter la vie et qui s'imbibe d'alcool dès le lever du jour. En voyant la table, la patience de Sang-Shik s'évapore. Sa femme hurle, lui demandant pourquoi il agit ainsi. Il a bien failli être renié par leur mère. Mais y avait-il pire? Le vieil homme conteste. Tu parles d'une mère. Elle ne punit même pas le vaurien qui m'a défiguré. Alors que sa compagne semble anéantie, il continue de déverser sa haine. Il en a par-dessus la tête que Yonsup lui subtilise ses volailles et que le chef feigne de ne rien voir. Quittant la pièce, enragé, il lâche une dernière insulte. Village de malheur. Submergé par la peur, la femme s'empresse aussitôt de prier leur mère pour implorer son pardon. S'étant éloigné de sa demeure, Sang-Shik était bien décidé à s'envoyer jusqu'à la dernière goutte du soju qui lui restait. Il était là, à l'abri des regards, avachi sur un banc, accompagné de ses fidèles bouteilles. Entre deux gorgées, il rumine sa haine envers Yonsup, le chef, ou encore leur mère, et songe à tous les faire disparaître. Une voix féminine l'interpelle, lui demandant ce qu'il fait là. Face au vieil homme se tenait la jeune Gain, un panier entre ses mains. Un panier qui intrigue Sang-Shik, qui lui demande immédiatement ce qu'il y a dedans. S'asseyant sur le banc, elle répond que sa voisine lui a donné des pêches de son jardin. Elle propose de lui empeler une s'il le désire. Mais l'ivrogne, d'un ton pâteux, lui fait remarquer que sa maison n'est pas dans cette direction. Elle explique alors, avec un léger sourire, qu'elle était en route pour la maison de Myung, le nouveau venu. Comme il vit seul, il doit sûrement manquer de beaucoup de choses. Sang-Shik ne dit mot. Il se contente de vider sa bouteille en fixant Gain. Affichant une expression démente, il lance à la jeune fille en face de lui qu'elle est une sacrée manipulatrice. Cette dernière, confuse, suggère à Sang-Shik qu'il a peut être trop bu. Le vieil homme hausse alors le ton. Lui s'est fait amocher. Et elle lui parle de ce morveux qui vient d'arriver, saisissant un couteau, il hurle que ce village fait tout pour le faire sortir de ses gonds. Gain commence à paniquer et recule, le suppliant de se
Calmée, mais Song Shik exige une explication. Pourquoi cherche-t-elle à le mettre en colère? Sentant la tension monter, la jeune fille veut s'enfuir. Attrapant son panier, elle annonce au vieil homme qu'elle va le laisser tranquille et s'en aller. Soudainement, le vieil homme lui lacère la main. Gaen, la main en sang, est tétanisée par cette agression qu'elle a subie et qu'elle ne comprend pas. Song Shik ne s'arrête pas. Il vocifère que maintenant qu'il y pense, tout est devenu étrange au village depuis que cette sorcière a emménagé. Il hurle que tout est de la faute de cette vermine et qu'il va lui régler son compte. En proie à la panique, la jeune femme ne trouve comme seul échappatoire que de prétendre être possédée. Le vieil homme s'avance alors lentement vers Gaen. D'un seul coup, il accélère, tentant de l'attraper, mais elle se met à courir à temps pour lui échapper. Cependant, Song Shik parvient à lui agripper les cheveux pour la retenir. Mais par un heureux hasard, la jeune femme s'enfuit en y laissant que quelques mèches. Le forcené ne compte pas en rester là. Une fois qu'il l'aura fait taire, il pourra enfin connaître la paix. Aux abords du village, Gon court pour sa vie, tentant d'échapper à un destin tragique. Mais la démence de Song Shik, qui la talonne, est implacable et sur le point de la faucher. L'homme arbore un sourire étrangement serein alors qu'il s'apprête, pourtant à ôter la vie d'une innocente. Heureusement, la pente de la route lui offre un bref répit, lui permettant de creuser l'écart avec son poursuivant. Ralenti par son âge et sa corpulence, le vieil homme ne lâche rien. En larmes, la jeune femme est perdue. Son voisin agit comme s'il était sous l'emprise d'un démon. L'épuisement la gagne, mais à force de courir, elle aperçoit enfin une habitation. Puisant dans ses dernières réserves pour rejoindre la maison, elle jette un regard terrifié derrière elle et martèle le portail de toutes ses forces. Elle supplie qu'on lui vienne en aide. Le désespoir et la terreur à leur comble, elle hurle le nom de Mumyong, encore et encore. Mais tandis qu'elle implore qu'on la laisse entrer, son bourreau la rattrape. Ses cris d'effroi s'éteignent soudainement. Le couteau de Song Shik brandi, il ne lui murmure qu'une seule chose, il espère pour elle une renaissance au paradis. Face à ces paroles, Gon sans tout espoir l'abandonner, ses larmes coulant sans fin. Le démon se jette alors sur la jeune femme en vociférant son nom. Dans un dernier souffle d'espoir, elle crie une ultime fois le nom de Mumyong. Cependant, juste derrière, Song Shik est bien décidé à exécuter sa sentence. Et alors qu'il pousse un hurlement de démence, Go, les yeux clos, laisse échapper un cri de pure terreur. C'est alors qu'une sandale volante vient percuter en plein le visage de Foi, son agresseur. Le vieil homme vient de se faire stopper net par Mumyong, à la stupéfaction totale de Gaon. Encore sous le choc, son regard se tourne vers son sauveur, qui, lui, a l'air parfaitement imperturbable. Song Shik, quant à lui, s'écrase lourdement au sol. Sortant visiblement de la douche, Mumyong demande ce qui justifie un tel raffut. De si bon matin. Toute tremblante, Gon lui explique que ce vieil homme a essayé de la poignarder sans aucune raison. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas, elle le connaît, et ce n'est absolument pas dans ses habitudes. Mais le regard de Mumyong est soudain attiré par la blessure de Gon. Sans un mot, il lui saisit le bras. Pour la toute première fois, le jeune homme fait preuve de sollicitude. Il recouvre sa plaie en lui disant que ça laissera une marque. C'est alors qu'il entend une vieille voix s'élever dans son dos. Il avait complètement zappé que ce parasite avait emménagé ici. De nouveau sur pied, le couteau à la main, Song Shik est ravi. S'il les liquide tous les deux, ça résoudra tous les problèmes d'un seul coup. Face à une telle obstination, Mumyong laisse échapper un soupir d'exaspération. Ce village est vraiment devenu un lieu de dingue pour qu'un vieillard agite un couteau devant sa porte au saut du lit. Sans se laisser impressionner, il ignore complètement le forcené. Il demande à Gaon si elle a besoin d'aller à l'hôpital, mais elle lui répond que ça ira, la coupure ne semble pas si profonde. Pendant ce temps, les démons intérieurs de Song Shik lui hurlent de les planter sur le champ. Ses morveux l'ignorent et se paient sa tête, alors qu'il est armé. Ayant visiblement perdu la raison, le vieux villageois reste là, à marmonner. Des paroles confuses, la tête baissée. Puis soudain, il se redresse et fixe ses proies avec une intensité glaçante. Son regard devient alors vide, comme si toute trace de raison l'avait quitté. Il fonce à nouveau sur eux, hurlant qu'ils renaîtront au paradis. Mais Mumyong, la serviette nonchalamment posée sur l'épaule et devant le regard médusé de la jeune femme, exécute un mouvement vif et précis, fulgurant de son bras. La serviette détrempée de Mumyong vient s'écraser en plein sur le visage de Song Shik. Le vieil homme encaisse le choc de plein fouet, mais notre héros n'avait pas l'intention d'en rester là et enchaînait déjà. Il décoche un coup de pied surpuissant dans le buffet de Song Shik. Mumyong sortait clairement vainqueur de cette confrontation. Son agresseur s'effondre au sol, inerte comme une poupée de chiffon. Problème réglé. Il se tourne vers Jen pour lui demander ce qu'elle va faire. Maintenant. Mais au moment où il tourne le dos à un Song Shik qu'il croit, a raison, hors d'état de nuire après un tel traitement, le vieillard se redresse doucement, en silence, le visage ensanglanté. Jen, le voyant, le désigne du doigt mais la terreur lui noue la gorge, l'empêchant de crier. Mumyong, lui, n'imagine pas une seule seconde que le vieil homme
qu'il vient de mettre K.O. est déjà sur ses pieds. Sans un mot, Sonshik se met à dévisager les deux jeunes. La scène, devant la maison de Mumong, devient surréaliste, digne d'un film d'horreur. Le jeune homme était pourtant certain que la puissance de ses coups aurait dû le neutraliser pour de bon. Alors, comment ce vieil homme amoché peut-il encore tenir sur ses jambes? Mumong passe à l'action, la réflexion attendra. Il prend appui en glissant sur le sol et décoche une droite foudroyante en pleine mâchoire de Sonshik. Mumong en est convaincu, celle-là, il a dû la sentir passer. Pourtant, dans sa chute, le vieillard tente de lui crever les yeux. Mais grâce à ses réflexes vifs, notre héros esquive de justesse la tentative d'aveuglement. Il enchaîne avec une balayette fulgurante pour précipiter la chute de l'ancien. La tête de Sonshik heurte le sol la première. Et pourtant, ça ne semble toujours pas suffire. Encore conscient, le vieil homme, toujours possédé par la folie, refuse d'abandonner le combat. Une fois de plus, Sonshik essaie de se relever, mais au-dessus de lui, l'ombre de Mumong plane, bien décidé à en finir une bonne fois pour toutes. Il se jette sur lui et commence à l'étrangler avec sa serviette, espérant le faire sombrer dans l'inconscience. Avec une poigne de fer, Mumong serre de toutes ses forces, sans la moindre pitié. Mais l'autre continue de se débattre, cherchant à atteindre son visage, parvenant même à griffer de son ongle le menton du jeune homme. L'intensité du moment a fait perdre la raison à Mumong, qui resserre sa prise, encore et encore. Une voix lui hurle qu'il va le tuer s'il ne. Mais notre héros, totalement absorbé par l'affrontement, n'entendait plus rien. Le pouls de Sonshik faiblissait, et son corps s'affaissait doucement. Pourtant, il ne relâchait pas sa prise, un sourire féroce aux lèvres. Il continuait de serrer, avec une telle force que le cou du vieil homme semblait sur le point de céder. Gan, prise de panique, le suppliait d'arrêter. Il relâcha enfin la pression, laissant Sonshik s'effondrer, inerte, sur le sol. Notre héros tentait péniblement de retrouver ses esprits après cette montée d'adrénaline. Gun accourut vers lui, voulant s'assurer que tout allait bien. Témoin de cette scène surréaliste, elle lui demanda s'il était blessé et si Sonshik respirait encore. Mais, tout en reprenant son souffle, le jeune homme explosa. C'était quoi ce délire, sérieusement? Gun, tout aussi désemparé, ne savait que répondre. Notre héros était sidéré. Ce vieillard avait continué à se débattre, même après s'être évanoui et alors même qu'il était privé d'air, il avait encore trouvé le réflexe de viser ses yeux. Était-ce seulement humainement concevable? Gun partageait son et ses angoisses. Elle lui affirme qu'il est sous l'emprise d'un esprit. Il lui rétorque de cesser ses foutaises surnaturelles. Mais elle n'en démord pas. Après tout, il a été témoin de la scène. Comptait-il réellement ignorer ce qu'il vient de vivre? Elle soutient que des légions de fantômes errent ici. Soudain, une goutte de sang perle de sa blessure et vient s'écraser au sol, juste devant les chaussures usées de la jeune femme. Le liquide carmin se met à émettre d'étranges particules d'un noir abyssal. À l'insu de tous, un phénomène étrange se déclenche au contact de la tache de sang. Subitement, le cœur de Gen s'affole, la laissant complètement désorientée. En une fraction de seconde, son regard se vide, comme si elle était possédée par une force occulte. Plantée là, aux côtés de Mumong qui ne se doute de rien, elle paraît happée par une présence émanant de la maison. Reprenant ses esprits, elle pivote d'un coup dans cette direction. Sans la moindre hésitation, elle pique un sprint vers l'intérieur, laissant Mumong planté là, sans la moindre explication. Il a beau essayer de l'interpeller, elle a déjà franchi le portail. Lui qui était venu ici pour trouver un peu de quiétude, se retrouve au bord de la crise de nerfs. Franchissant le portail à son tour, il demande, passablement irrité, à son invité ce qu'elle fabrique. Il n'a aucun souvenir de lui avoir donné la permission d'entrer. Gen était là, immobile, fixant des particules ténébreuses qu'elle seule et semblait percevoir. Elle se met alors à gratter la terre frénétiquement à cet endroit précis. Témoin de ce comportement aberrant, Mumong est sur le point de perdre patience. Pourquoi diable creuse-t-elle dans son jardin sans autorisation? Arborant une expression terrifiée, Gen lui explique que quelque chose est enfoui ici. En s'acharnant sur le sol avec encore plus de vigueur, elle finit effectivement par sentir quelque chose de dur sous ses doigts. Pétrifiée, elle annonce que la cible, ce n'était pas elle. Après avoir extirpé l'objet mystérieux de la terre, Mumong lui demande avec sarcasme si elle est possédée, elle aussi, par un de ses prétendus esprits. Mais Gen reste figée sur place un instant. Elle dévoile une urne scellée par des talismans. Puis, elle annonce à Mumong que la malédiction ne la visait pas elle, mais bien lui. Notre protagoniste examine avec méfiance l'objet qu'on lui présente, mais il a beau scruter la poterie. Il n'a pas la moindre idée de ce que c'est, ni à quoi cela peut bien servir. Gen l'éclaire sur le sujet. Elle ignore pourquoi c'est enterré là, mais il s'agit d'une offrande destinée à jeter une malédiction. La jeune femme est convaincue que des intentions funestes sont scellées à l'intérieur. Alors, elle propose de la détruire par le feu. Cependant, Mumong est piqué par la curiosité. Des intentions funestes, vraiment? Ce dernier frappe alors l'urne, qui tombe et se fracasse au sol. Le regard de Gen se fige d'effroi.
L'objet venait d'éclater en 1000 morceaux, ce qui met la jeune femme hors d'elle. Elle hurle, lui demandant pourquoi il a fait ça. Cependant, son cri s'éteint dans sa gorge en découvrant le contenu de l'urne. Mumong, quant à lui, fidèle à lui-même, semble sérieux, mais pas le moins du monde inquiet. À l'intérieur gise une tête de poulet décapitée et du riz imbibé de sang. Jen, abasourdi, lui rappelle qu'elle voulait la brûler. Alors pourquoi l'a-t-il brisée? Ce à quoi le jeune homme rétorque qu'il était simplement curieux. L'attitude de Mumong exaspère la jeune femme. Il faudrait qu'il fasse un effort et qu'il comprenne la gravité de la situation. La situation est critique. Pourtant, avec une insouciance déconcertante, Mumong s'éloigne, marmonnant qu'il fera de son mieux. C'est alors que tout bascule. Le regard de Gun se fige, pétrifié par ce qu'elle aperçoit. Une ombre noire, étrange et menaçante, s'extrait des grains de riz dispersés au sol. Sans crier gare, une forme spectrale semblable à une griffe fonce droit sur Mumong, que Gun tente d'interpeller. Notre héros finit par se retourner, totalement inconscient du péril imminent. La menace se désintègre alors en un instant, juste sous les yeux d'un Mumong complètement ahuri. N'ayant absolument rien vu, il se tourne vers la jeune femme et lui demande ce qui se trame encore. Elle reste bouche bée, sidérée par la scène. Comment cette aura de mort a-t-elle pu se volatiliser ainsi? De retour devant la demeure, il se retrouve désemparé, ne sachant quelle direction prendre. Malgré son état second, ce diable de Songshik s'était évaporé, abandonnant derrière lui sa serviette comme seul indice. Gun propose d'alerter les villageois, une fois que sa main sera soignée. Puis, à la grande surprise de celle-ci, il ajoute qu'elle semble capable de percevoir des choses invisibles aux autres. Après tout, n'a-t-elle pas deviné l'emplacement exact de l'urne? Sans oublier cette histoire de talisman contre les mauvais esprits. Gun est déconcerté par sa remarque, lui qui prétendait ne pas croire à toutes ces sornettes surnaturelles. Mumong se défend, expliquant être simplement intrigué. Pendant ce temps, dissimulé dans un buisson non loin, Songshik les écoute, ayant enfin repris ses esprits. Il peine à croire qu'il a été possédé. Prenant ses jambes à son cou, il réalise qu'il doit absolument déguerpir de ce village. Il doit fuir pour sauver sa peau. De retour au village, au cœur de la salle de réunion, Monsieur SDA récapitule. Les faits, Gun aurait été attaqué par Songshik, armé d'un couteau. Les deux jeunes gens font maintenant face au conseil des anciens. Mumong sent bien que ces derniers ne sont absolument pas convaincus. L'épouse de Songshik, quant à elle, proteste avec véhémence, hurlant à qui veut l'entendre que son mari est un homme de bien. Jamais il n'aurait commis un tel acte. Nos deux protagonistes ne savent plus comment s'y prendre pour convaincre l'assemblée de leur sincérité. Gun, l'air abattu, semble résolu à se murer dans le silence. Mais Mumong l'observe, son regard calculateur habituel aux aguets. Soudain, il saisit le bras de la jeune femme. Ne voit-il donc pas ce bandage? Le vieil homme lui a lacéré la main, et sans son intervention, elle aurait pu y passer. Le chef Ugda veut bien leur accorder le bénéfice du doute, mais une question demeure, où est donc passé Songshik? Mumong explique avoir soigné la main de Gun chez lui et qu'à leur retour, l'homme s'était déjà évanoui dans la nature. Le chef ordonne alors à ses hommes de main de quadriller le secteur pour le retrouver. Tandis que la petite troupe se met en marche, le chef affirme ils ramèneront ici. Il se tourne ensuite vers Gun, pour savoir quelle suite elle souhaite donner à cet incident. Mais l'épouse de l'accusé prend de nouveau la défense de son mari, accusant les jeunes de chercher à le calomnier. Ne recevant aucune directive contraire du chef, Yonkoko et ses hommes s'apprêtent à partir. Mumong, cependant, arbore une mine qui trahit son mécontentement face à la tournure des événements. Et cela n'échappe pas à Gun. Son expression change, elle semble soudain habitée par une nouvelle détermination, prête à donner sa réponse au chef. Alors que le chef assure que ses hommes s'occuperont de Songshik, Gun l'interrompt d'une voix claire. Il faut appeler la police. À ces mots, les deux hommes de main s'immobilisent. Sur le visage de Mumong, pour la toute première fois, se peint une expression de stupeur totale. Elle insiste, d'un ton sans appel. Il s'agissait d'une tentative de meurtre, et la police doit être saisie de l'affaire. Contactée. Mais toute sa confiance s'évapore en un instant. La jeune femme se sentait écrasée par des regards accusateurs, prêts à la dévorer pour ce qu'elle venait de suggérer. Monsieur SDA tire une longue bouffée sur sa clope. D'un ton pesant, il répond que si c'est vraiment son souhait, alors il s'exécutera. Ga s'empresse aussitôt de s'éloigner de Mumyang, complètement terrorisée. Elle fait machine arrière, affirmant que c'est à leur mère de gérer les affaires du village. Malgré la présence rassurante de Mumong à ses côtés, Gun répète que c'est la meilleure décision à prendre. Bien que son corps, lui, trahisse le fait qu'elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Quelques instants plus tard, la réunion se terminait. Tout le monde se dispersait, puisque Jen avait finalement tranché. Mais Muang, lui, était discrètement adossé au mur, à l'abri des regards, le temps de s'en griller une. Il surprend alors une conversation avec le chef Ogda. Ce dernier demande des nouvelles à la femme.
de Sonshik, et celle-ci tente une nouvelle fois de défendre son mari face aux accusations insistantes. Est-ce qu'il compte vraiment gober les paroles d'un voyou qui vient à peine de débarquer au village? Le chef explique que le croire, ou non, on n'y changera rien. Leur mère a offert une seconde chance à son mari, mais il s'est tout de même laissé embobiner. Mong écoutait tranquillement leur échange avant que la dame ne redouble d'efforts pour protéger son époux. Chef rétorque qu'il a prié et tout fait pour que Sonshik s'en sorte, mais il a tout fichu en l'air tout seul. Leur mère va très certainement le sanctionner. Sortant de ses gonds, la vieille crie que c'est du grand n'importe quoi et qu'en plus, il a sûrement déjà mis les voiles. Mais Ogda ne s'en inquiète pas. Leur mère ne laissera pas filer quelqu'un qui était sous emprise. Sa cigarette à peine consumée, Mom l'écrase d'un pas lourd. Notre héros s'attache les cheveux, et s'en va, déterminé à endosser le rôle de juge et de bourreau dans cette affaire. Une fois la nuit tombée sur le village, des bruits de pas résonnaient dans les alentours. C'était Sonshik, en pleine cavale nocturne. Ce dernier courait, complètement paniqué. Il ignore pourquoi, mais il a beau s'éloigner, il n'arrive pas à quitter ce fichu village. Puis un caillou vient stopper sa course, et le vieil homme s'étale misérablement au sol. Complètement abattu et humilié par les événements, il serre le poing de frustration. Il lâche ensuite toute sa haine en martelant le. On pouvait entendre dans la forêt des cris demandant pourquoi on lui faisait subir tout ça. Au bord de la folie, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve en pleine montagne alors qu'il a suivi la grande route. Il a vécu toute sa vie ici. C'est impossible qu'il se soit paumé. Bordel, même un fils reste un fils, non? Est-ce que leur mère est vraiment du genre à les jeter dès qu'ils deviennent un peu vieux, malades ou inutiles? Toute sa vie, il a vécu pour elle, et voilà comment elle le remercie. Sonshik lâche un mollard de dégoût. Perdant peu à peu la raison, il se met à ricaner tout seul au milieu des bois. À genoux et résigné, il murmure que c'est bon, il a compris, alors que des pas s'approchent lentement de lui. Song se retourne calmement vers la source du bruit, et devine que c'est leur mère qui l'envoie. Mong s'avance alors vers Sonshik, qui lui demande de le raccompagner au village. Il aurait quelque chose à y faire. Malheureusement, notre héros lui répond que ça ne va pas être possible. Lui aussi a quelque chose de prévu. Sonshik fixa la hachette dans la main de Mumyong, et la terrible vérité commença à poindre. Le vieil homme se mit à ricaner. Ah, ce cirque n'en finira donc jamais, il allait perdre la tête. Mais Mumyong rétorqua au vieillard qu'il n'avait que faire du paradis, car une place bien chaude lui était réservée en enfer, et il comptait bien l'y expédier. Sonshik, reprenant ses esprits, sentit la douleur le submerger de toutes parts. Il insista, voulant comprendre pourquoi Mumyong lui en voulait à ce point, ce qu'il avait bien pu lui faire. Était-ce un ordre du chef? Notre héros semblait perplexe. Avait-il vraiment besoin de se justifier après les événements de ce matin? Il lui intima alors d'arrêter ses simagrées. C'était sans doute pour cette raison que leur fameuse mère l'avait guidé jusqu'à lui. Mais Mumyong commençait à en avoir sa claque de tous ces gens et de leur satanée mère. Perdant patience, il fit tournoyer sa hachette, un geste qui glaça le sang du vieil homme. Intimidé, ce dernier tenta de le raisonner, la montagne est immense. Comment expliquer, alors, qu'il ait pu le retrouver sans même savoir où il se cachait? Le jeune homme éclata d'un rire, tonitruant devant une telle absurdité. Était-il sérieusement en train d'insinuer que leur mère y était pour quelque chose? Mumyong s'approcha lentement de sa proie, lui demandant comment il s'y était pris ce matin. Le vieillard, lui, n'avait pas la moindre idée de ce dont il parlait. Mais Mumyong gagnait en assurance en voyant son adversaire désarmé. Sonshik haussa le ton, jurant qu'il ne savait absolument rien, qu'il avait tout oublié. Notre héros continua son avancée lente et calculée. À bien y réfléchir, peu importait la vérité. Il s'en contrefichait. Sonshik l'observait, abasourdi, le regard vide, jusqu'à ce qu'un bruit sourd de chair transpercée le ramène brutalement à la réalité. Mumyong venait de lui planter la hache dans le bras, avant de lâcher que, décidément, toute cette situation l'amusait au plus haut point. D'ailleurs, ça doit piquer un peu, non? Pourquoi ne dit-il rien? La douleur finit par arracher un hurlement à Sonshik. Très amusé par la scène, Mumyong lui demanda ce qu'il attendait pour détaler. Un peu plus loin, d'autres personnes étaient justement à la recherche de Sonshik. Seoko répétait les instructions du chef. Il était sûrement coincé quelque part dans la montagne, mais il était s'interrompit, réalisant l'immensité des lieux. Son acolyte, plus costaud, rétorqua que si le chef les avait envoyés ici, ce n'était pas pour rien. Ils allaient forcément le retrouver, il fallait juste rester aux aguets. L'instant d'après, le hurlement de Sonshik déchira le silence de la montagne. Les deux hommes de main ne purent ignorer un cri aussi perçant et se demandèrent aussitôt à qui il pouvait bien appartenir. Yonop et Seoko échangèrent un regard entendu, et décidèrent d'un commun accord d'aller voir. Ils prirent alors la direction de la provenance du son. Et là-bas, justement, Sonshik courait pour sa vie.
À bout de souffle, il comprit qu'il ne pourrait pas échapper à son bourreau, pour qui tout ceci n'était qu'un jeu cruel. Désespéré, Song-shik cherchait une issue. Agissait-il sur ordre du chef? Ce à quoi Mumyong répondit par la négative. Comme il l'avait déjà dit. Il trouvait simplement la situation des plus divertissantes. Le vieil homme refusait de le croire, cela ne pouvait venir que du chef. Mais notre héros commençait à perdre patience et lui répéta que non. Fonçant sur Song-shik, il martela une dernière fois. Qu'il faisait ça par pur plaisir. D'une seule main, il bouscula le vieillard, le forçant à pivoter. La proie se retrouvait maintenant dos au chasseur, incapable de voir le coup qui se préparait. Soudain, un bruit de boucherie fit se décomposer les traits du visage de Song-shik. Et pour cause, Mumyong venait de lui planter la hachette entre les deux omoplates, un sourire sadique aux lèvres. Le plaisir sadique de l'un contrastait violemment avec la terreur et la douleur de Song-shik. Les larmes perlant, aux yeux, le vieil homme ne laissait échapper que de faibles râles. Son bourreau s'empressa alors de lui bâillonner la bouche. S'il criait encore, ça allait attirer l'attention, alors il avait intérêt à faire preuve de discrétion. Mumyong retira sa main, mais avertit Song-shik de ne pas piper mot. Au moindre son, il lui réglerait son compte. Définitivement. Pour toute réponse, le vieillard hocha la tête en silence, comme convenu. Seul le bruit sinistre de la hache quittant la chair se fit entendre, et Song-shik s'effondra au sol, retenant son cri. Il luttait de toutes ses forces, mais des gémissements de douleur lui échappaient malgré tout. Mumyong était stupéfait par une telle résistance. Il était si touché qu'il décida de lui accorder une chance. Pointant un arbre du doigt, il demanda à sa victime si elle le voyait. Bien. Dans sa grande générosité, s'il parvenait à l'atteindre, il aurait la vie sauve. Allez, à son signal. 1, 2, 3, partez. N'ayant d'autre choix, Song-shik parvint à se remettre debout, sous les applaudissements de son tortionnaire. Incroyable, il devait vraiment s'accrocher à la vie. Terrorisé, souffrant le martyre, Song-shik implora le pardon de sa mère, priant pour que, dans sa grande clémence, elle lui pardonne et châtie cet individu, qui se jouait d'elle et de ses enfants. Le vieil homme entama alors sa marche vers une liberté illusoire. À moitié conscient, peinant à tenir sur ses jambes, il ne lui restait que quelques pas. Mumyong nota qu'il s'en sortait plutôt bien. Cependant, il ferait mieux de ne pas trépasser avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Un bruit sourd et macabre vint éteindre la dernière étincelle de vie de Song-shik. Dans un dernier souffle, il appela Mumyong d'un nom étrange, la Grande Faucheuse. Une appellation que ce dernier ne parut pas saisir. Et c'est ainsi que Song-shik s'effondra au sol, sans vie. Son meurtrier, quant à lui, aurait aimé que le jeu dure plus longtemps, mais des troubles faits approchaient. À quelques mètres de là, Yeon-seop et Seoko tentaient de localiser la provenance exacte du cri. Mumyong, agacé, regarda le cadavre du vieil homme. Fichu contretemps, il était trop tard pour tenter de le dissimuler. Les hommes du chef ratissaient les environs et Seoko indiqua à son acolyte que le bruit venait de par là. Écartant un buisson, il tomba nez à nez avec une bien mauvaise nouvelle. Faisant face au cadavre encore tiède de Song-shik, il informa Yeon-seop que celui qu'il cherchait venait de rejoindre le paradis. Le jeune voyou n'en revenait pas. Tout ce bazar pour finir par clamser en pleine montagne. Quel guignol! Il se doutait que ça finirait ainsi dès l'instant où il avait fait le malin avec son couteau. Mais à ces mots, le visage de Seoko s'assombrit. Ce dernier déposa calmement sa batte sur le sol. Puis, soudainement, il décocha un direct en pleine face de Yeon-seop, l'envoyant valdinguer de toutes ses forces, à travers les bois, jusqu'à ce qu'il s'écrase lourdement au sol. Seoko lui rappela sèchement d'avoir un peu de respect pour les défunts, lui rappelant que leur mère les observait constamment. Yeon-seop s'empressa de s'excuser. Il avait compris la leçon. Le colosse lui ordonna alors de se relever. Ils allaient réciter une prière avant de repartir, et de prévenir le chef. Dissimulé derrière un arbre, Mumyong observait discrètement la scène. Seoko se mit en position de prière, et décrète qu'ils vont prier pour le repos de l'âme de Song-shik. Pendant ce temps, Yeonop tentait de stopper le sang qui s'échappait de là où son complice l'avait corrigé. Ce dernier se retourne, le fusillant du regard. Il venait de lui ordonner de prier. Intimidé. Le jeune malfrat obtempère sur le champ, terrifié à l'idée de se manger une autre baffe. Les deux compères se mettent alors à réciter une prière, devant la dépouille encore tiède de Song-shik, gisant au sol. Notre héros, en observateur, se retrouvait dans une sacrée panade. Ils avaient bien vu qu'il avait été descendu par une arme, et s'il décidait d'appeler les flics, ça allait devenir compliqué. Peut-être ferait-il mieux de leur régler leur compte, ici et maintenant. Sauf que le colosse et ses 200 kilos risquaient de ne pas se laisser faire. Et zut, tout ça était de sa faute, simplement parce que il avait trop joué avec le feu. Son acolyte passe un coup de fil au chef du village pour l'informer qu'ils ont retrouvé Song-shik. Sauf que il était déjà froid quand ils ont mis la main dessus, et tout laissait penser à un meurtre. Au bout du fil, l'homme se contente d'acquiescer à ce qu'on lui rapporte. Une fois la conversation terminée,
Yonop demande quelles sont les nouvelles directives du chef. Son partenaire lui explique qu'ils doivent faire disparaître le corps par le feu pour apaiser son esprit. Il pige tout de suite où il veut en venir. Non. Officiellement, Sonshik n'a jamais été retrouvé, son sort reste un mystère. C'est à ce moment que Mumong récapitule les faits dans sa tête. Falsification de preuves et dissimulation de cadavres. Un large sourire aux lèvres, il se dit que voilà deux très beaux chefs d'accusation qui méritent une punition exemplaire. De retour aux abords du village de Kshon, notre héros avançait l'air de rien sous le clair de lune, en direction de chez lui. Enfin, à un détail près, il affichait une expression jubilatoire. Sur son chemin, il tomba sur Gaon, qui semblait l'attendre patiemment. Évidemment, ce détail n'échappa pas au regard affûté de Mumong. La jeune femme se retourne, surprise par son salut. Elle lui demande d'où il vient comme ça, ce à quoi il rétorque qu'il était en ville. Il lui demande alors si, par le plus grand des hasards, ce n'était pas lui qu'elle attendait là, sans rien faire. Piquant un phare, Gaon prétend que c'est une pure coïncidence. Elle était juste sortie prendre l'air. Changeant de sujet, elle devine qu'il a dû apprendre une bonne nouvelle, mais il lui demande ce qui lui fait dire ça. Elle lui répond qu'il a l'air particulièrement heureux, elle l'a même vu sourire. Forcé de trouver une excuse, le jeune homme la pointe du doigt d'un air taquin. Il suppose qu'il commence sans doute à apprécier sa présence, et qu'il s'est mis à sourire sans même le réaliser. Toute gênée, elle lui reproche de se moquer d'elle. Mais du coup, Mumong lui redemande la véritable raison de sa présence. Après une petite hésitation, Gaon finit par avouer qu'elle a sûrement dû passer pour une folle à ses yeux en refusant de prévenir la police. Se rapprochant de lui, elle tenait simplement à en reparler pour dissiper ce malentendu. Et soudain, le visage de Gaon se fiche de terreur, laissant un silence pesant s'installer. La voilà qui détourne le regard, sans raison apparente. Un détail que le jeune homme remarque immédiatement, même s'il n'y comprend rien. Sur ce, Gaon annonce qu'il se fait tard et qu'elle va le laisser et rentrer chez elle. Mais Mumong l'interpelle pour la rassurer. Il lui affirme n'avoir jamais pensé, pas une seule seconde, qu'elle était folle. Chacun a ses propres raisons d'agir comme il le fait, que ce soit elle ou lui. Ne lâchant qu'un simple merci en guise de réponse, la voilà qui s'empresse de fuir son prince charmant. Complètement paniquée, elle a dû rêver, c'est la seule explication. Sonshik est censé s'être volatilisé du village. Alors comment est-ce possible de le voir là, juste maintenant, posté derrière Mumyong? Pendant ce temps, au loin dans la forêt, une colonne de fumée s'élevait dans le ciel. Et pour cause, d'énormes bûches alimentaient un four crématoire qui tournait à plein régime. Sestoko, lui, était en pleine conversation avec le chef du village. Il s'apprête à incinérer Sonshik, mais une question le taraude. Croit-il que ce meurtre est l'œuvre de leur mère? Parfait, message reçu. Ils régleront cette affaire avant de retourner au village. Une fois l'appel terminé, Yonop demande ce qu'ils doivent faire à présent. Sestoko lui explique que leur mission est de récupérer les cendres de Sonshik après la crémation, pour ensuite les disperser au sommet de la montagne en direction du village. Une tâche qui déplaît déjà à son acolyte. Ça va leur prendre toute la nuit. Le Malabar demande alors à Sestoko, qui, à son avis, a bien pu tuer Sonshik. S'il fallait parier, il mettrait toute sa mise sur ce salopard de nouveau venu. Pour lui, c'est une certitude. C'est une évidence. Face au silence pesant de son regard, le colosse finit par soupirer d'exaspération avant d'interpeller son partenaire, visiblement perplexe. Il lui demande ce qui cloche, posant sa main massive, une vraie patte d'ours, sur son épaule. Sestoko lui suggère que dans leur intérêt commun, il vaudrait mieux ne pas trop se poser de questions. Pour désamorcer la tension, Yonop change de sujet et propose d'aller boire un verre une fois leur besogne terminée. Pendant ce temps, du côté du vieux SDA, l'appel achevé, se tenait devant l'autel sacré, ressassant les événements qui lui avaient été rapportés. Il se demandait qui avait bien pu commettre un tel acte, mais surtout, comment se faisait-il que lui-même n'ait rien vu venir? Un bâton ensanglanté à la main, il invoque sa mère. Il la supplie de lui révéler le pêcheur qui souille le village de sa présence. Il l'implore de lui montrer le visage de celui qui s'est attaqué avec une telle cruauté à son enfant. Et soudain, son esprit est submergé de visions des villageois défunts. Il revoit Sonshik, un couteau à la main, juste avant sa visite impromptue chez Yonop. Il le revoit, couvert de sang, contemplant le poulet décapité gisant au sol, avant d'esquisser un sourire qui trahissait sa folie. Il avait ramassé la tête fraîchement tranchée de l'animal pour la déposer, avec du riz, dans une urne rituelle. Une fois cet étrange présent préparé, le dément s'était entaillé la main avec un large sourire, afin d'imbiber de son propre sang le contenu de l'urne et de l'y mélanger. Une chose est certaine, il tirait une immense satisfaction de l'exécution de son plan. Le chef du village revient enfin à lui, secoué par cette vision. Tentant de se ressaisir, il comprend enfin pourquoi il était aveugle à tout cela. C'est Sonshik qui a lancé une malédiction. Mais sur qui? Et dans quel but? Il envisage alors une possibilité qui le terrifie au plus haut point.
Serait-il possible que leur mère se soit débarrassée de Sanshik après l'avoir utilisé pour ses propres desseins? De retour sur la route du village, quelqu'un interpelle Gan. C'est Dao, qui lui propose de la raccompagner. Il se fait tard, mais elle décline son offre. Ça ira, merci. Elle connaît tout le monde ici, elle ne risque absolument rien. Lui saisissant l'épaule, le jeune homme insiste, arguant qu'il est dangereux de se promener seul la nuit. Il exige de l'accompagner, mais elle retire vivement son bras. De son emprise, un geste qui ne semble pas lui plaire. Sans se démonter, il lui demande alors pourquoi elle réagit de cette manière. Aurais-je fait quelque chose de travers? Dao en vient à craindre que si quelqu'un la surprenait dans cet état, on pourrait penser qu'il lui a causé du tort. La jeune femme s'excuse alors, pour ne pas l'offenser. S'apprêtant à repartir, elle prend congé, mais l'homme se dit contrarié par son attitude. Au fait, une autre chose, est-ce que Jen a songé à la proposition qu'il lui a faite? À ces mots, cette dernière éclate d'un fou rire et se contente de lui lancer un simple revoir. Une réponse qui, visiblement, ne satisfait pas Dao. Lui saisissant le bras, il l'empêche de s'éloigner. Se faisant bien plus pressant, il martèle être des plus sérieux. Il prétend pouvoir subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son père. Peu rassurée, la jeune femme le supplie de cesser. Son malaise est palpable. Mais face à son insistance, une voix retentit et lui hurle de ficher le camp. Le père de Jen déboule, un balai à la main, exigeant qu'on laisse sa fille tranquille. C'est peu être dû au fait qu'il a un peu perdu la tête, mais il semblait particulièrement remonté. Gen était loin de s'imaginer le trouver dehors. Quant à Dao, il était bien embêté. Il comprenait devoir en rester là pour ce soir. Il prend donc la tangente pour éviter de se prendre un coup de balai. Le vieil homme, hors de lui, hurle au fuyard de ne plus jamais importuner sa fille, ou il le paierait de sa vie. Une fois l'intrus parti, la jeune femme rassure son père, lui disant qu'il peut désormais baisser son balai. Mais au fait, comment a-t-il su qu'elle se trouvait là? Le vieil homme lui explique qu'il avait une envie de biscuit, mais comme il doit attendre sa permission, eh bien, il s'est mis à la chercher partout. Pinçant tendrement la joue de son père, Gen se dit qu'il doit vraiment adorer ses biscuits. L'homme, plein d'espoir, lui demande alors s'il peut en avoir un. Ce que sa fille accepte, mais un seul, et pas un de plus. Pendant ce temps, du côté de notre héros, une fois rentré chez lui, le voilà dans son jardin, en train d'observer le trou creusé par Gen, se demandant qui a bien pu enfouir cette urne à cet endroit précis. Mais le plus déroutant, c'est comment cette femme a pu savoir qu'elle était enterrée ici. Une chose est certaine, c'est que quelqu'un s'est introduit chez lui et a agi dans son dos, ce qui a le don de l'irriter. Mais retournant à l'intérieur, il ne peut s'empêcher de trouver la situation cocasse. Au moins, il ne risque pas de s'ennuyer par ici. Et voilà que, malgré l'heure tardive, quelqu'un se met à tambouriner à son portail. Monk se dit que c'est sans doute encore Jen. Tournant les talons, il n'a aucune envie de discuter. Il part prendre sa douche. Mais à travers le portail, Chilbok l'aperçoit et se met à hurler. Elle sait pertinemment qu'il est là. Elle frappe encore plus fort contre le portail, lui ordonnant d'ouvrir sur le champ. Notre héros n'a plus d'autre choix. De l'autre côté, il lui demande ce qu'elle veut. La femme, hors d'elle, exige de savoir où est passé son mari, choc. Finissant par ouvrir la porte, notre héros, torse nu, affirme n'en savoir absolument rien. Et d'ailleurs, pourquoi diable saurait-il? Le visage de Chilbok se crispe en apercevant Mong. Pourquoi diable a-t-il l'air si satisfait? Ce dernier se justifie en expliquant que c'est le comportement de cette femme qui le fait sourire. Il ajoute que son mari a tout de même poignardé quelqu'un, et pourtant, elle prend sa défense. Pire encore, alors que lui-même est aussi une victime dans l'histoire, la voilà qui le questionne comme s'il était le coupable. Une telle attitude est des plus risibles, ne trouve-t-elle pas? Soudain, la voilà qui s'agrippe à notre héros. Haussant le ton, elle le traite d'insolent. Depuis quand serait-il une victime, lui? Il a l'air en parfaite santé, non? Alors qu'il cesse de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. En victime. Ah, mais on pige enfin pourquoi elle a débarqué ici. Impossible pour elle de continuer à se voiler la face en voyant son homme blessé, saisissant à son tour la main de l'aïeul. Il la rejette, écœuré par ces anciens qui s'imaginent que l'âge leur donne tous les droits, sous prétexte de leur grand âge. Il met les poings sur les i. Son mari les a agressés, Gag et lui, une lame à la main, avec la funeste intention de les faire passer de vie à trépas. Si notre héros avait eu un seul moment d'inattention, il ne serait même plus de ce monde pour discuter avec elle, pourtant, il est bien là. Poursuivant sa mise au point, il lui fait comprendre qu'elle n'a absolument aucun droit de venir lui hurler dessus. En réalité, c'est elle qui devrait implorer leur pardon. Il lui demande si le message est bien passé. Chilbok finit enfin par présenter ses excuses. En larmes et à moitié sonnée, elle murmure qu'elle n'est pas une folle agissant sans réfléchir. Mais par pitié, elle le supplie de lui dire où est son mari, s'il a la moindre idée. Notre protagoniste a déjà clarifié les choses lors de l'entrevue.
Le vieil homme avait déjà filé avant même qu'il ne quitte la demeure. À ces paroles, la voilà qui s'effondre en larmes, tel un enfant réclamant son dû. Mais notre héros, lui, luttait de toutes ses forces pour ne pas éclater de rire, tant la situation l'amusait au plus haut point. Yo tout le monde! Ça y est, la première grosse vidéo de la chaîne est là, marquant le début des formats d'1 heure, à quelques minutes près, mais on ne va pas chercher la petite bête. Pour la vidéo du jour, j'étais particulièrement chaud, car c'est celle qui inaugure la transition des réglages audio, et peut être aussi un gain en volume et en émotion dans la narration. Enfin, c'est du moins mon ressenti de départ. Je trouve qu'elle se distingue déjà un peu des 2 toutes premières vidéos côté narration, même s'il reste une tonne de trucs à améliorer. Je l'ai bien noté. Et je vais bosser là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça commence déjà à ressembler un peu plus à du bon récap. Sinon, le manhwa du jour. C'est une pépite que j'ai dénichée il n'y a pas si longtemps et qui m'a tout de suite captivé. Du coup, je me suis lancé direct dans la production de la vidéo juste après ma lecture. C'est assez différent des récaps classiques car il s'agit d'un thriller, donc on a moins d'action pure et plus d'intrigue avec une dimension d'enquête. Mais c'est un genre de webtoon que j'ai vraiment envie de développer sur la chaîne. Je vais donc essayer de dégoter d'autres pépites dans ce style pour de futurs récaps. D'ailleurs, bon, le manhwa n'est pas terminé, donc je n'ai aucune idée du nombre de chapitres qu'il aura au total, mais il n'est pas exclu que je m'attaque à la suite, car je l'adore vraiment. Du coup, dès que j'aurai un petit créneau, peut être début 2026, on verra pour sortir un épisode 2. Sinon, pour les prochaines vidéos, ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas eu une seule seconde pour enregistrer la narration. J'espère donc que ça ne va pas ralentir les prochaines sorties, même si pour l'instant, j'ai encore un peu d'avance sur mes projets, donc ça ne devrait pas impacter la chaîne, du moins je le crois. Ce qui signifie que d'ici fin novembre, une nouvelle vidéo de plus d'1 heure débarquera. Va repartir sur du manhwa de chasseur bien classique pour quelques vidéos. Et sur ce, je pense avoir fait le tour. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut, ciao!